Et on va passer à notre troisième table ronde qui est cette fois-ci consacrée aux voyageurs et aux effets surtout de l'ouverture à la concurrence dans le sud de la France. Et pour cette table ronde, j'accueille Christophe Fanichet, président directeur général de SNCF Voyageurs, Alix Lecade, directrice ferroviaire France de Transdev, et Marco Capocciuti, qui est président de la FRA et président de Trenitalia France. Vous pouvez venir, installez-vous. Vous allez nous parler un petit peu de ce retour d'expérience sur la région sud, un des gros enjeux cet été, l'été dernier, l'été qui vient de se passer. Et on va voir un peu tout ça, parce que finalement, la région sud, elle a été comme un laboratoire de la concurrence, puisqu'on a eu donc Trenitalia qui a assuré des Paris-Marseille, j'en ai pris un, depuis donc le mois de juin. Transdev qui a repris l'exploitation des TER entre Marseille et Nice, donc que du nouveau. Je vous propose de démarrer avec vous, Christophe Fanichet. C'est la première fois que SNCF Voyageurs participe au colloque de la FRA et on tenait à le souligner, la FRA, l'association de ses concurrents en quelque sorte. Votre présence est importante aujourd'hui. Une question que je vais vous poser à chacun, mais je voulais commencer par vous, sur comment ça s'est passé pour vous justement cet été avec les nouveaux opérateurs qui, depuis le mois de juin, sont arrivés en région sud. Merci beaucoup pour cette question. D'abord, un grand merci à la FRA de m'avoir invité, puisque, comme on le sait, c'est plutôt pour les opérateurs alternatifs, donc alternatifs à SNCF Voyageurs. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Je trouve que c'est maintenant, on a tourné une page et que je pense qu'il est important que l'ensemble des acteurs qui font du ferroviaire voyageur en France puissent se réunir. Et je pense qu'on a, entre guillemets, plus de combats ensemble que de combats les uns contre les autres. Quelques mots pour partager ensemble et répondre à votre question. D'abord, vous l'avez dit, je dirais que la région sud est un peu un laboratoire là où on trouve l'ensemble de la concurrence en vrai. On en a beaucoup parlé de la concurrence avant, mais là, c'est la concurrence en vrai. C'est pas mal d'avoir un terrain d'expérimentation comme ça localement. Absolument, et puis surtout, on peut le dire en vrai. On ne peut pas supputer, on dit vraiment les choses. Donc on a un moment de bascule pour moi, qui est un moment important, un moment de concrétisation de l'ouverture à la concurrence. Et ce laboratoire de la région doit nous permettre, les uns et les autres, à continuer à progresser, à identifier les freins qu'il peut y avoir et surtout les solutions qu'on doit trouver ensemble. C'est aussi un moment historique pour tout le monde, pour les nouveaux acteurs qui arrivent sur la région sud, je dirais pour les autorités organisatrices aussi. C'est aussi un moment important, c'est des nouveaux acteurs qui arrivent. La région sud a été la première à ouvrir à la concurrence. C'est aussi un moment important pour le régulateur, pour l'ART, parce que in vivo, on va voir cette ouverture à la concurrence. Et puis je dirais, plus humblement, c'est aussi un moment important pour nous et tous nos collaborateurs. Ce cadre d'ouverture à la concurrence, j'ai entendu la première table ronde, certains estiment qu'il a été plus tardif qu'à d'autres endroits. C'est vrai, mais je voudrais juste souligner qu'il a été plus rapide, il va plus vite. Premier sujet, il est aussi simultané. C'est à la fois le conventionné et à la fois le SLO. En même temps. Et si je regarde un peu dans le rétroviseur, l'Allemagne qu'on prend souvent en exemple, l'Allemagne, l'ouverture à la concurrence sur les TER, ça s'est fait entre 1994 et 2011, et ce n'est qu'à partir de 2011 que ça a été obligatoire, alors que pour nous, en France, ça s'est ouvert en 2019 et ça a été obligatoire à partir de 2023. Donc là encore, plus rapide. Le point que je voulais partager avec vous sur ce laboratoire de la région sud, c'est d'abord le volontarisme des acteurs. C'est pour moi un point important. Je pense qu'on peut le partager tous ici ensemble. Ça demande beaucoup d'énergie d'arriver sur un nouveau marché. Ça demande beaucoup d'énergie d'arriver sur le marché français. Je dirais que je sais ce que c'est lorsque moi je regarde la difficulté qu'on peut avoir pour rentrer dans un nouveau marché. Je pense à l'Espagne ou je pense à l'Italie, où là encore, c'est des sujets où il faut beaucoup d'énergie. Et puis, on a, au-delà de la chance d'avoir un régulateur qui est attentif et qui aide l'ensemble des concurrents à trouver leur place, il y a aussi l'UTPF, dont on n'a pas parlé, qui est aussi pour moi un élément important de branche. Je vais arriver juste à un point, parce que je vois que vous levez discrètement la main, mais ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de faire arriver. Sur l'été, voilà, de votre ne vous inquiétez SNCF. pas, 90% des trains arrivent à l'heure, moi aussi, j'aurais peut-être un petit 10% en plus. Bon, cette ouverture elle a été très rapide, je le dis, mais il faut le dire aussi que c'est un bouleversement profond, d'abord pour tous les acteurs, mais aussi pour nous, et je tiens à le dire de façon importante, on a peu parlé des collaborateurs, mais c'est un mouvement important aussi pour nos collaborateurs. 100% des marchés sont ouverts.
On parle bien sûr des entreprises ferroviaires, de l'exploitation, mais c'est aussi demain la maintenance, c'est l'achat de matériel roulant, c'est de la billettique, c'est de l'industriel. Donc tous les marchés sont ouverts en même temps et c'est important de le rappeler. Ça va vite. Et je rappelais des collaborateurs, le sujet des collaborateurs. On doit être aussi très attentif au monde de l'ouverture à la concurrence, être attentif aux collaborateurs qui vont vivre cette ouverture à la concurrence différemment. Et je le dis parce qu'en décembre dernier, cette ouverture à la concurrence a été l'occasion de transférer des collaborateurs, 1200 collaborateurs qui sont maintenant dans des filiales. C'est 2% de l'effectif de SNCF Voyageurs. Et donc pour nous, on doit être attentif à ces points-là. Et donc pour moi, la concurrence, si on veut la réussir, en région sud comme dans toutes les régions, il faut qu'elle soit synonyme de croissance de l'offre. Je pense qu'on l'a tous dit. Et deuxième point, il faut que ce soit un cercle vertueux, parce qu'il faut que ce soit une croissance durable. Donc il faut qu'on soit attentif à ce qu'on ne passe pas du court terme, mais ça doit être durable et soutenable, comme l'a dit Rachel Picard. Merci beaucoup, Marco Capozzuti. Christophe parlait de beaucoup d'énergie qu'il faut pour un nouvel opérateur pour arriver. Comment vous avez perçu cet été? Comment ça s'est passé? Merci. Merci pour cette demande. Tout d'abord, effectivement, aussi Trenitalia France contribue à faire de la région sud un laboratoire pour la concurrence, parce que à partir du 15 juin, nous avons ouvert notre service Paris-Marseille, 4 allers-retours par jour, avec les arrêts aussi à Avignon, Aix-en-Provence et Lyon-Saint-Exupéry. Et je veux souligner que ce service est un service qui s'est ajouté à les services des SNCF Voyageurs. Donc, le premier élément est que la concurrence a augmenté le nombre de terrains. Bien sûr, nous avons abordé beaucoup de questions et par exemple, l'allocation des espaces en gare de Marseille, parce que l'ouverture à la concurrence, la présence de plus d'opérateurs porte à la résolution des problématiques pratiques en gare, de gestion des conflits qui se sont bien passés. Donc vous êtes plutôt content de ce démarrage en nombre de voyageurs? Nous sommes contents du démarrage. La première fois, nous sommes contents de toute l'organisation. L'organisation s'est bien passée, l'exploitation, la ponctualité. Et donc, c'est la démonstration d'un réseau très, très fort, très, très robuste. Pour les voyageurs, qui sont la chose plus importante, cet été, les mois de juillet et août, Trenitalia France, pour deux raisons, pour l'augmentation de l'offre et pour l'augmentation de notre taux de remplissage, a eu plus ou moins 250 000 voyageurs en plus respect à 2024. D'accord. Pour l'ouverture de la ligne Paris-Marseille et aussi pour la réouverture de la ligne Paris-Milan. Et donc, nous pouvons dire que l'ouverture de la concurrence a porté plus d'offres, plus de trains, donc plus possibilités de choisir pour les voyageurs, mais aussi plus voyageurs. Plus de voyageurs. Plus de voyageurs. J'ai lu une interview de Christophe qui a parlé d'une augmentation des passagers des SNCF Voyageurs sur les SLO cet été. C'est une, comme dire, très importante. Et je veux souligner que l'ouverture à la concurrence a porté cet été une augmentation des voyageurs pour l'opérateur historique et pour un nouvel entrant comme Trenitalia France. Donc on parlait de cercle vertueux, on y est plutôt. Hein. Alix Lecadre, est-ce que vous avez un même aperçu positif du bilan de l'exploitation de la ligne, donc Marseille-Toulon-Nice, depuis le 30 juin? Bonjour à tous. Oui, effectivement, cet été a été plutôt très positif pour nous. D'abord, nous avons mis en service notre ligne au 29 juin et nous assurons aujourd'hui l'ensemble des services qui étaient prévus sur la ligne. Les voyageurs sont au rendez-vous. En 7 semaines, nous avons atteint le 1 million de voyageurs, ce qui est beaucoup plus que ce que nous avions prévu lorsque nous avions remis notre offre à la région sud. Et les voyageurs sont contents, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent, puisque nous avons mis en place une enquête systématique à bord de nos trains pour avoir les retours et pouvoir faire de l'amélioration continue sur les points qui nous restent à améliorer. Donc les voyageurs sont au rendez-vous, les voyageurs sont heureux à bord de nos trains, et ça j'ai envie de dire c'est
le principal. Et c'est la meilleure des récompenses de l'ensemble des efforts qui ont été fournis par nos équipes pour en arriver là. Cette réussite, c'est également celle d'un écosystème qui finalement s'est mobilisé pour que cette ouverture se passe correctement. Le transfert des sites de maintenance, et notamment celui de Marseille-Potrier, s'est correctement passé entre SNCF Voyageurs et nous, d'un point de vue opérationnel. Le transfert des personnels, puisque nous avons 31 personnels de la SNCF qui ont fait le choix de nous rejoindre, s'est également bien passé et nous avons travaillé très étroitement avec l'ensemble des services des ressources humaines de la SNCF pour que ce transfert se fasse dans les meilleures conditions possibles pour ces personnels et ça nous tenait particulièrement à cœur. Donc ça, c'est aussi également positif. Et puis, bien évidemment, un travail au quotidien pour améliorer nos process et améliorer la façon d'exploiter en commun avec Gares & Connexions et SNCF Réseau qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Reprendre l'exploitation de gare de Marseille, qui est quand même une gare pas si évidente que ça, et où l'incidentologie est particulièrement importante, ça ne se fait pas si facilement. Et donc cet accompagnement des deux gestionnaires d'infrastructures a été particulièrement précieux cet été. Merci beaucoup. Alors pour être complet, on va voir un témoignage en vidéo, cette fois-ci côté région. On va écouter tout de suite Jean-Pierre Cérus, vice-président de la région Sud, chargé des transports. Il nous parle justement de cette ouverture à la concurrence. Merci aux opérateurs qui ont répondu au lot numéro 1 et au lot numéro 2. Je rappelle, le lot numéro 1, c'est le lot dit des métropoles qui relie Marseille, Toulon et Nice. Et le lot numéro 2, c'était le lot de l'Étoile de Nice. Nous avons attribué ces lots, le lot numéro 1 à Transdev, le lot numéro 2 à SNCF Sud-Azur. Et puis, ça a été les grands rendez-vous, le 15 décembre pour le lot numéro 2 et la prise en main par SNCF Sud-Azur, filiale privée de SNCF, et le 29 juin, la prise en main par Transdev du lot numéro 1. Trop tôt pour faire un bilan étayé, définitif, mais constatons tous que pour la région Sud, et surtout pour nos usagers, le premier bilan est globalement positif. D'abord, les 2 jours J, les 2 D-Day, se sont parfaitement bien passés grâce à tout un travail de préparation. On a eu une augmentation, comme nous l'attendions, de 75% de l'offre, conformément au résultat de la consultation sur le lot de l'Étoile de Nice, et nous avons eu un doublement de l'offre le 29 juin sur la ligne des métropoles. Tout ça a été parfaitement respecté, avec une régularité qui a progressé dans les 2 cas, et puis également une rénovation de la flotte. La flotte est rénovée sur plus de 30 machines sur SNCF Sud-Azur, et en ce qui concerne Transdev, ils ont commandé, alors 11 machines ont été là dès le 29 juin, les 16 seront là à la fin de cet automne, mais ce sont du matériel neuf. Donc, nous continuons cette ouverture à la concurrence pour attribuer le lot numéro 3. Je ne peux évidemment encore rien en dire. Je voudrais vous dire qu'on reste toujours empreint de ce pragmatisme. Encore une fois, il n'y a aucun dogme. Nous continuons à jouer notre rôle d'autorité organisatrice. Pour nous, la boussole essentielle, c'est la satisfaction de l'usager. Et je termine là-dessus, justement, sur les aujourd'hui 1 million de voyageurs qui ont utilisé la ligne des métropoles depuis le 29 juin. 2000 ont répondu à une enquête. On leur demande de donner une note entre 1 et 5 au service, et la note est de 4,37. Voilà, donc la régularité progresse, mais surtout, ce que nous soulignons, c'est que la satisfaction des usagers est orientée dans le bon sens. Donc on entend pas mal de choses positives de votre côté, du côté de la région également, mais forcément, il y a des défis quand même, peut-être des difficultés à traiter. Je commence par vous, Alix Lecadre. Transdev, vous avez été le premier opérateur à avoir repris un marché TER. Et parfois, c'est pas simple, notamment du côté de la livraison des rames. Expliquez-nous un petit peu les difficultés auxquelles vous avez à faire face.
Comme beaucoup d'opérateurs ferroviaires, j'ai envie de dire, on a effectivement subi un retard dans la livraison des rames par leur constructeur Alstom, puisque nous avons eu effectivement 11 des 16 rames seulement qui ont été mis à disposition pour le début du service, et nous aurons les 16, comme le disait Jean-Pierre Serrus, simplement fin novembre. Et comme le disait Florian Torchin, aujourd'hui, on est sur un nouveau marché. C'est le premier marché TER qui est attribué comme ça. Il n'y a pas de plan B. En Allemagne, on aurait été voir une Rosco pour leur demander de nous louer des rames. En France, ça n'existe pas. Il n'y a pas de rames à louer via un opérateur loueur de matériel. Comment avons-nous fait? Nous avons été voir l'ensemble des régions pour savoir si, du fait des aléas de développement de leur service, par exemple, ou autre, ils avaient un peu de parc supplémentaire qu'ils auraient pu nous louer. Il se trouve qu'on a 3 régions qui ont répondu présent, et je tiens vraiment à les remercier, la région Centre-Val de Loire, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Grand Est, sans qui, aujourd'hui, nous ne saurions pas réaliser le service aussi bien qu'il l'est aujourd'hui. Néanmoins, ça reste quand même une vraie difficulté. Opérer 14 allers-retours par jour avec un parc qui comprend en fait 4 sous-parcs, c'est quand même une gageure. Et par ailleurs, il y a quand même une articulation qui se fait de façon plus ou moins fluide en fonction des jours avec SNCF qui reste le mainteneur de ce parc. Donc compliqué sur la livraison des rames. Marco Capocciuti, vous, ce qui vous importe, c'est la qualité des infrastructures, parce que vous avez eu à subir des interruptions de lignes qui ont forcément un impact sur les voyageurs, sur vos revenus aussi. Et puis, un point de vigilance sur la combinaison des billets, la visibilité que les opérateurs nouveaux peuvent avoir sur les billets combinés. Oui, la question de la qualité de l'infrastructure, plus qu'une difficulté, est, à mon avis, un point d'attention, parce que pour les services librement organisés, la qualité de l'infrastructure qui a un impact direct sur la ponctualité des trains est très importante. Vous savez que c'est la réglementation européenne qui parle de restitution partielle des prix des billets à voyageurs, et toutes ces restitutions des prix des billets est en charge à l'entreprise ferroviaire, aussi en cas de problématiques des infrastructures. Donc, l'attention à la qualité de l'infrastructure, pour nous, est très importante, soit sur la grande vitesse, qui aussi sur les services conventionnels, parce que dans les services de Trenitalia France, c'est aussi les services Paris-Milan qui, en partie, utilisent la ligne classique. C'était le premier point d'attention pour le futur, en particulier connecté aussi à tous les événements que nous avons vécu, comme les changements climatiques, les orages, l'incendie, les chaleurs. Donc, au fond, toutes les questions de retard sont sur l'entreprise ferroviaire. Et parce que l'entreprise ferroviaire a les rapports directs avec les clients. La deuxième difficulté, qui à mon avis est une activité à développer pour le futur, et la région sud peut être aussi un laboratoire très intéressant, est comment assurer la vente des billets intégrés en service SLO et service régional, et comment assurer les correspondances, la reprotection des clients en cas de perturbation de la circulation. Donc ajouter une continuité de parcours. Donc, à mon avis, ce sujet est un sujet très important à aborder. La première phase de la concurrence a été l'ouverture des marchés. Et le marché est ouvert. À mon avis, aujourd'hui, nous devons parler de la deuxième phase et donc bien régler toutes ces questions avec
un objectif principal qui est les voyageurs, la satisfaction des voyageurs. Forcément, c'est quand même lui le premier concerné. Merci. Une réaction peut-être, Christophe Fanichet, sur cette nécessaire continuité du parcours pour les voyageurs, hein, qu'ils achètent un billet chez l'un, chez l'autre, eux, ils ont envie juste d'avoir leur parcours complet. Comment on peut assurer ça? Il y a tout un travail à faire peut-être? Je pense que aussi bien Alix que Marco ont pointé du doigt les sujets qui, effectivement, quand on est un nouvel entrant, il y a des sujets qui sont difficiles à appréhender. On a tous été nouvel entrants dans différents cadres. Nous, c'est dans des pays étrangers. Je pense que devant nous, on a, sans reprendre ce que vient de dire exactement Marco, mais vraiment en le complétant, je pense qu'on a deux défis devant nous sur cette deuxième phase d'ouverture à la concurrence. Je pense que le premier défi qu'on a devant nous, si on veut tous, et je pense que c'est notre cas, on a beau être concurrents, on n'est pas opposants, on a tous pour le même objectif, c'est de faire gagner le train et faire gagner le train face à la voiture. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'on s'assure de la fluidité du parcours voyageur le plus possible. Ça, c'est le premier défi pour moi qu'il faut qu'on arrive à résoudre ensemble dans le monde concurrentiel, dans le monde multi-acteurs. Le deuxième sujet, c'est la réponse aux limites capacitaires qu'on a devant nous. Je pense les limites capacitaires, que ce soit sur le réseau, dans les gares ou dans les technicentres. Là-dessus, pour mettre au débat, moi j'y voyais 4 points. Si on veut avoir une croissance durable du ferroviaire, je pense qu'elle ne marchera pas sans un parcours plus fluide, qu'il faut qu'on écrive ensemble. Et on aura besoin là-dessus du régulateur, on aura besoin de l'UTPF, parce qu'aujourd'hui, tout n'est pas écrit. Il y a des choses à écrire encore. On a par exemple, sur ce premier point, le parcours, nous, on souhaite et on appelle de nos voeux que le travail avec les autorités organisatrices, car l'ouverture à la concurrence, le ferroviaire, ce n'est pas SNCF Voyageurs. On est un des acteurs parmi d'autres, et je dirais même plus, les autorités organisatrices, c'est maintenant elles qui sont responsables véritablement de ce sujet-là. Donc, premier sujet pour moi, la croissance durable, c'est la fluidité du parcours voyageur, en particulier SLO, vis-à-vis du régional. Deuxième sujet, pour moi, ça ne marchera pas sans une filière industrielle plus performante. Vous l'avez dit à l'instant, on a tous à déplorer que lorsqu'on commande des matériels roulants, ils n'arrivent pas tout à fait à la date et à l'heure que l'on souhaiterait. Je pense que tous les opérateurs qui sont dans cette pièce peuvent le dire. Et puis peut-être pour rebondir sur le point de Rachel Picard, sur la surspécification, on devra être aussi attentif que sur ce sujet de surspécification, nous, on souhaite spécifier pour une seule raison, c'est qu'on veut pouvoir être véritablement l'acteur de notre maintenance et ne pas être dans les mains du constructeur et créer un monopole de fait avec le constructeur. Le troisième point pour moi, c'est qu'il n'y a pas de croissance durable dans le réseau, dans le ferroviaire, sans un réseau ferroviaire qui s'améliore. Je ne vais pas refaire et redire ce qu'a dit Mathieu Chabanel bien mieux que moi, mais aujourd'hui, on doit mettre de l'argent significativement. Merci à Ambition Transport de l'avoir fait, parce que le réseau, c'est simple, hein, c'est de la qualité et c'est de l'offre supplémentaire. Et si on regarde le laboratoire que l'on connaît ici, la région Sud, moi j'appelle de mes voeux LNPCA, donc la ligne nouvelle, tout simplement pour que la gare de Marseille soit traversante. Si elle est traversante, ça ira beaucoup mieux. Je pense que Marco, comme moi, on rêve d'une Maurienne dans laquelle on puisse circuler plus de 6 mois sans qu'il y ait une interruption pour des défauts climatiques. Et enfin, le quatrième point sur ces sujets-là, c'est que pour moi, il n'y a pas de croissance de ferroviaire durable si on n'ouvre pas un sujet, et Thierry Guimbaud l'a ouvert tout à l'heure, sur les infrastructures de maintenance. Aujourd'hui, les infrastructures de maintenance, pour les TGV en particulier, nous, on a investi plus d'1 milliard d'euros sur nos infrastructures de maintenance. 1 milliard d'euros en fonds propres. Et aujourd'hui, elles sont saturées. Et je comprends que les nouveaux opérateurs aient envie de venir maintenir leur train dans ces installations. Et d'ailleurs, c'est même la règle. Donc, la question ne se pose pas. Et même, je les comprends. Sauf qu'aujourd'hui, il faut se poser la question de qui investit. Et pour dire qui investit, il faut qu'on trouve un modèle. Et je pense qu'on a ensemble un travail à faire ensemble pour avoir un modèle économique de ces fameuses installations. Donc, ces 4 points, pour moi, ils sont fondamentaux. Parce que cette ouverture à la concurrence, comme je le disais, on n'est pas opposants, mais on doit le faire ensemble. Et je pense qu'on a des défis autour de cette table ensemble pour le faire progresser. Et je reviendrai sur un point de Rachel, décidément je t'aurais beaucoup cité aujourd'hui, c'est que le sujet du ferroviaire est fragile. Et donc tous les obstacles sur la fluidité du parcours, sur les ateliers de maintenance, sur un très bon réseau,
sont autant de points de fragilité. Dynamique mais fragile. Vous avez dit donc concurrent mais pas opposant. Alix Lecadre, vous partagez aussi ces questions sur la qualité des infrastructures, la filière industrielle, vous en avez parlé, la continuité aussi pour les voyageurs, continuité du parcours. Oui, sur la continuité du parcours voyageur, je voulais souligner que, j'ai envie de dire, de façon opérationnelle pendant l'été, on s'est arrangé avec Trenitalia et avec SNCF Voyageurs pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun voyageur qui se retrouve sans solution en cas de rupture de correspondance. Pour autant, on a été renvoyé dans un cadre qui a été pensé principalement pour les SLO, où finalement les opérateurs ferroviaires sont renvoyés à leurs propres responsabilités et leur propre bonne volonté pour se mettre d'accord les uns avec les autres. Sur le conventionné, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Y compris parce que la question de la prise en charge des voyageurs ne peut pas être un élément différenciant dans un appel d'offres. Quand on est la SNCF, on a l'obligation de prendre en charge les voyageurs qui ont acheté un billet ou qui combinent un TGV plus un TER. Ce n'est pas une obligation pour les autres entreprises, et pour cause, nous ne pouvons pas, par exemple, garantir une place de report sur un TGV si un TER est en retard, par exemple, qui est opéré par nous. Ce n'est pas possible. Donc, si ce sujet n'est pas cadré, in fine, ça reviendra à préférer la SNCF qui peut garantir gratuitement la prise en charge des voyageurs quand il y a une rupture de correspondance. Ce qui serait quand même un peu dommage et qui finalement finira par tuer la concurrence. Donc je pense que sur ce genre de sujet, par exemple, très pratique, le cadre n'est pas aujourd'hui adapté aux conventionnés et qu'il faut faire évoluer les règles. Il faut que les régions s'investissent pour cadrer ce sujet-là au stade des appels d'offres. Il faut également, je pense, que l'État recadre ce sujet-là pour faire en sorte que l'ensemble des entreprises ferroviaires aient les mêmes obligations. Alors, je voudrais, là, sur les quelques minutes qui nous restent, avoir un peu un bilan, retour d'expérience de ce que vous retenez par rapport à tout ce que vous avez vécu donc, depuis le mois de juin. Peut-être on commence par vous, Marco. Mais le retour d'expérience est positif. Ce sont des points d'attention et donc ce sont des points à améliorer et aborder. Mais je veux souligner une autre chose connectée à la concurrence, que la concurrence stimule l'innovation. Et c'est très important parce que l'innovation dans les services, l'innovation dans les matériels roulants porte aussi activité avec des aspects industriels. Je fais un petit exemple. J'avoue avec très intérêt et plaisir que SNCF Voyageurs a lancé la classe de service Optimum. Trenitalia France a déjà le service exécutif, business, qui a été lancé dans le 2012 pour répondre à la concurrence des NTV. Donc, la concurrence qui stimule l'innovation, qui stimule l'investissement. Trenitalia, juste la semaine dernière, a inauguré en Italie la nouvelle version des trains grande vitesse TR1000. Donc, je veux souligner que la concurrence stimule l'innovation et stimule aussi toutes les activités industrielles qui sont très importantes. L'autre chose, je suis d'accord avec Christophe Anichet sur la question de la maintenance, parce que la maintenance est la base pour la sécurité, pour l'exploitation fiable. Et donc, la question de l'établissement de maintenance est très importante. Trenitalia France a déjà montré la disponibilité à investir en France sur l'établissement de maintenance. Et je pense que c'est un sujet très important et aussi un sujet important pour la deuxième partie de l'ouverture à la concurrence. On sent qu'au fur et à mesure, on voit un petit peu les différents points qu'il va falloir traiter après ces premiers mois d'essai, d'expérimentation quelque part. Christophe Anichet, retour d'expérience, est-ce qu'il y a des petits points de vigilance comme ça sur, je ne sais pas, la desserte des territoires par les nouveaux opérateurs? Tout à l'heure, on parlait des appels d'offres. Est-ce que c'est aussi des choses à travailler? Quel retour d'expérience en 2-3 mots? En 2-3 mots pour aller dans le même sens que Marco. D'abord, le premier point, c'est qu'on doit écrire la page 2 de l'ouverture à la concurrence parce que maintenant, elle est en vrai. On était tous dans nos bureaux avec des PowerPoint pour voir comment ça marchait. Elle est réelle aujourd'hui. Les voyageurs sont présents et il y a un appétit de train.
tous autant que nous sommes, on ne doit pas décevoir cet appétit de train. On est concurrents mais pas opposants. Et donc, les défis que j'ai indiqués tout à l'heure, on doit absolument les relever ensemble. On sera plus grand ensemble, on innovera ensemble sur beaucoup de sujets. 2, il y a encore des règles à écrire. Il y a des sujets sur lesquels on a encore des règles à écrire. 2, il y a un sujet où il faut qu'on soit tous bien conscients qu'il y a des acteurs qui prennent un nouveau rôle. Je pense aux régions. Elles ont un nouveau rôle qu'elles assument. Elles vont intégrer les services qui jusqu'à maintenant étaient intégrés par le groupe SNCF et par SNCF Voyageurs pertinemment ou pas impertinemment d'ailleurs. Mais voilà, maintenant c'est les régions qui le font. Et je dirais qu'on le voit dans la région sud. On a aussi montré, de temps en temps, on peut dire, SNCF Voyageurs pourrait mettre des bâtons dans les roues ou empêcher la concurrence ou la retarder. Je pense que mes 2 collègues qui sont là à côté de moi ont un exemple très concret et en région sud. La Maurienne, on a vécu ensemble ces difficultés, on l'a relevé ensemble, on a accueilli les trains de Trenitalia pour la maintenance alors que ce n'était pas prévu et moi je le dis sincèrement, on le fera chaque fois que nécessaire parce qu'il faut qu'on soit ensemble pour le transport ferroviaire. Alix, qui est à ma gauche, pourrait dire qu'effectivement, il n'y avait pas assez de trains, pas assez de trains livrés par Alstom. Eh bien, on a été là également à la manœuvre pour pouvoir aider Transdev pour qu'ils puissent opérer en sérénité sur ce sujet. Et on le fera demain si c'est nécessaire. Moi, mon objectif, si je le dis de façon complètement sincère, c'est qu'il faut qu'on gagne la bataille du ferroviaire contre les autres modes qui sont plus polluants. Pour le premier point. Et le deuxième point, le mode ferroviaire est un transport collectif et c'est un objet de cohésion sociale et on n'a pas le droit de le louper. Donc travailler ensemble dans la mesure du possible pour faire avancer les choses du côté de ce ferroviaire, de ce mode qui est souhaitable. Alix Lecadre, votre retour d'expérience, peut-être un point de vigilance sur les ressources humaines aussi, le cadre social, c'est quelque chose qu'il faut aussi voir avec attention, le personnel. Alors oui, tout à fait, le cadre social est un point de vigilance, mais j'ai envie surtout de dire que le retour d'expérience, il montre, et je rejoins Rachel sur ce sujet-là, ça montre que cette ouverture aujourd'hui, elle est fragile. Et on ne peut pas se dire, en 2018, on a ouvert à la concurrence le marché du transport régional conventionné. Super, on a fait une loi, on a fait des décrets d'application, etc. Et maintenant, le cadre est posé. Se contenter de ça, ce serait finalement avoir une ouverture passive. Et je pense que conforter ce marché, qui est encore très fragile, ça demande des actes positifs pour continuer de faire évoluer les règles et supprimer les barrières à l'entrée qui continuent d'exister. Aujourd'hui, toutes les entreprises ferroviaires ne jouent pas avec les mêmes règles sur ce marché. On a encore un certain nombre de règles sur les passages de personnel d'un établissement à l'autre, par exemple, des règles de déontologie, des règles également sur les cotisations sociales, qui ne sont pas les mêmes pour toutes les entreprises. Et je pense que nous avons besoin aujourd'hui d'avoir un acte positif pour faire en sorte que l'ensemble des règles soient les mêmes et soient équitables pour l'ensemble des acteurs. Ça permettra effectivement de continuer d'innover au service des voyageurs, mais sans ça, on n'ira pas très loin finalement, au-delà de ce qu'on a déjà fait aujourd'hui. Une harmonisation nécessaire des règles du jeu. Merci beaucoup, merci à vous 3 pour avoir visité un petit peu cette expérimentation qui a représenté l'ouverture à la concurrence en région sud. C'est très positif, même s'il y a des défis à relever, on sent que c'est très positif. Merci beaucoup.